Cet épisode du MutafuCast se concentre sur MFK2 tome 2. C'est une discussion en profondeur avec Run sur les thématiques et les personnages de cet univers. Il vous est donc grandement conseillé d'avoir lu l'album au label 619, donc édité chez Rue de Sèvres, avant d'entamer l'écoute de cet épisode. Ouais, c'est à spoiler là. Voilà, bah, Run le dit. Clairement. Run le dit mieux que moi. Allez, générique. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode du MutafuCast, la plus longue maxi-série dédiée en podcast à l'univers de MutafuCast de Run, publié au label 619. C'est le 4e chapitre du volume 2 qui s'intéresse en temps réel à la production et à la sortie de MFK2, donc le second arc de la grande saga MutafuCast. Et bien entendu, je ne suis pas seul pour faire ce podcast, il y a Run. Alors, pourquoi on a invité Run? Grande question, mais il est là quand même. Ouais. Et les gens vont commencer à en avoir marre de moi, mais je vais m'accrocher comme un vieux pou de merde. Et je vais pourrir leur journée à discuter de mes BD de merde. Très bien. Bah écoute, de toute façon, j'ai pris le temps pour ça aussi, mais effectivement, l'analogie est très bien trouvée. Vous savez, quand vous allez aux toilettes et qu'il y a ce petit bout là que vous pouvez pas enlever sans racler vraiment avec le PQ, c'est un peu comme ça que tu te sens. Exactement. Et bah c'est parfait. C'est vraiment génial et c'est poétique surtout, et c'est ça qu'on apprécie. Alors justement, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque on se rappelle donc dans MFK2 tome 1, c'était un peu une longue introduction, c'est comme ça qu'on l'avait décrite dans nos précédentes émissions, et tu disais à l'époque un peu en guise de teaser que ça allait bien plus partir en cacahuète, si je me permets cette expression, mais en arrivant donc dans la ville de Dark Vegas, donc la version de l'univers MutafuCast de Las Vegas, sachant que même en fait dans le tome tu dis qu'à un moment elle s'est appelée Las Vegas aussi, quoi, mais qu'il y a eu un événement historique qui a changé le nom de la ville. Ouais. Alors le ressenti général effectivement c'est qu'on est toujours dans cette thématique du chaos. Ouais. Concrètement, et on va pouvoir y revenir en détail, notamment un peu moins virtuel et un peu plus concret. Ouais, là, complètement très très concret. Mais quand même, au départ, tu vas livrer une première partie puisque l'album se découpe en fait en deux grandes parties. Tu vas d'abord vouloir faire un peu une sorte de carte postale, un petit peu de Las Vegas. Est-ce que c'était basé aussi sur des souvenirs de voyage que tu as vu, parce qu'on en avait parlé dans le premier tome aussi, notamment le passage par exemple avec les Américains, la base militaire qui venait d'une anecdote personnelle de voyage que tu avais eu. Ouais. Est-ce que là aussi en fait il y a clairement Run à Las Vegas qui fait partie en fait de la trame narrative de cette première partie? Ouais, ben absolument. Moi, Las Vegas, c'est une ville que j'aime beaucoup et qui en même temps me débecte un peu en fait. C'est toujours cette attraction-répulsion qui est un peu dans tout ce que je fais finalement. Mais Vegas, c'est une ville que j'ai quand même pour habitude de visiter. C'est quand même une ville qui est agréable quand tu y vas en tant que touriste et quand tu restes en surface surtout. Parce que quand tu commences à gratter, ça devient assez vite dégueulasse, je dirais. Mais si tu veux, c'est une ville... j'ai en mémoire un souvenir où j'étais en train de regarder les belles lumières et tout dans un coin du strip de Vegas, tu vois, sur le trottoir. Et puis je baisse les yeux et je vois un énorme cafard, tu vois, qui passe, tu vois. Puis il m'a fait peur à un point où j'ai levé ma jambe parce qu'il était juste à côté de ma chaussure. Il a fait un petit bond et j'ai entendu sa petite carapace taper dans le tu vois, dans le trottoir. Donc il était lourd le bestiau. Et après il s'est barré, il a couru. Donc c'est ça, c'est aussi ça Las Vegas, c'est des magnifiques lumières, vraiment ils t'en foutent plein la vue, mais quand tu regardes un petit peu plus dans les détails, t'as des cafards qui grouillent et des drôles de trucs qui se passent en background, quoi. Donc voilà, c'était ça que je voulais aussi. Alors je voulais pas montrer l'aspect tu vois dégueulasse de Vegas, parce que ça j'ai déjà montré avec Dark Mid City, c'est pas la peine d'en rajouter une couche sur Vegas. Au contraire, je voulais plutôt plonger mes personnages dans un univers qui est complètement différent de ce qu'ils connaissent et qui, pour le coup, leur réussit, surtout Vince. C'était ça qui m'intéressait. Et d'ailleurs, c'est vrai que Vegas, c'est une ville où
les gens ne sont pas avares en compliments en règle générale. Quand tu les croises, alors rarement en tant que bonhomme, hein, moi je sais quand j'y allais avec ma femme, c'était souvent qu'elle prenait des compliments, bien souvent d'autres femmes, mais aussi parfois d'hommes et des fois même des mecs qui m'interpellaient. D'ailleurs, j'avais dit à ma femme, putain, mais il y en a que pour toi en fait. Ils étaient tous après ses chaussures, tu vois. T'étais jaloux. Pas jaloux, mais je disais, putain, mais c'est fou. Et puis après, dans la foulée, il y a un groupe de mecs qui est passé et qui m'avait fait un compliment, je crois, sur ma chemise, un truc comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est une ville où, si tu vas pas trop en profondeur, si tu grattes pas trop, ça pourrait être une espèce de ville presque idyllique, quoi. Et j'avais vraiment envie de ce petit moment de répit pour mes personnages avant de les confronter à autre chose. Et surtout, je voulais aussi faire en sorte que Vince, pour une fois, reprenait un petit peu confiance en lui, quoi. C'est vrai que c'est toujours lui qui est un peu obligé de suivre Lino dans ses aventures, qui se prennent souvent la tête. Tu sens que c'est quelqu'un qui ose pas non plus s'affirmer et qui subit beaucoup. Ouais. Là, il reprend un petit peu le temps d'une première partie. Alors, son destin en main, je sais pas. Non, mais il reprend confiance. Cas, ouais. Tu vois, il est un peu plus détendu, il est un peu plus chill, il est pas sur ses gardes. Même si ça démarre un peu mal au début, quand il arrive, tu vois, dans le Cléopatras, et qu'il voit tous ces mecs en violet et qu'il a l'impression que potentiellement s'il met un t-shirt violet, il va peut-être avoir une ristourne ou un truc comme ça. Ça, c'est une anecdote véridique. Hein, ouais, ça c'est tiré d'une vraie... ouais. J'étais avec Yuck au César Palace et à un moment donné, on avait vu plein de gens avec des t-shirts violets et tout. Et moi, je lui disais, bah attends, il y a un truc avec les t-shirts violets. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, on était fatigué du voyage et tout. Et je lui ai dit, mais ça se trouve exactement comme dans la BD. Ça se trouve, il y a une opération spéciale, je sais pas pour X raison. Venez avec votre t-shirt violet et puis vous aurez, je sais pas moi, peut-être pas une nuit offerte, mais un truc, un cocktail, j'en sais rien, je sais pas. Et du coup, je commence dans la file d'attente, j'ouvre mes bagages et je cherche un t-shirt violet. Je savais que j'en avais un. Je dis, vas-y, je le mets. Mais j'avais quand même remarqué que c'était beaucoup des Afro-Américains. Mais le mec qui m'a décidé, c'était un vieux pépère, tu vois, qui était au loin. Je dis, bah non, lui aussi, il est en violet, donc il y a un truc. Et en fait, j'ai mis le t-shirt, on paye, je pose la question pourquoi les gens sont en violet, parce que je vois qu'elle propose rien, elle propose pas le cocktail. Donc je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, ah bah non, c'est justement exactement comme dans la BD, c'est on fête les X années de telle fraternité, tu vois. Et là, je me dis, ok, j'ai l'air d'un con maintenant avec mon t-shirt violet, c'est une fraternité en plus afro-américaine, donc je me dis, bon, j'espère que je vais pas passer un peu pour, tu sais, le gros bolos de service, tu sais, le petit blanc tout minus à côté de ces monstres. Et les mecs, il faut les voir, hein, c'est des montagnes de muscles. C'est des montagnes, quoi, les mecs. Et à un moment donné, avec eux, qu'on rentre dans l'ascenseur et on est les seuls petits blancos avec des montagnes de mecs, donc avec les t-shirts violets, moi toujours mon t-shirt violet aussi, hein. Et les mecs, ils avaient les signes de leur fraternité, c'est en lettres grecques, brandés, même pas tatoués, brandés au fer à chaud sur leur peau, tu vois, ils étaient marqués au fer. Donc vraiment tu vois, et là tu te sens tout petit et dans ta tête tu dis, est-ce qu'il faut que je garde ce t-shirt violet parce qu'ils vont peut-être considérer que c'est une insulte au bout d'un moment? Ou est-ce qu'il faut que t'aurais voulu te foutre de leur gueule ou t'incruster dans un truc? J'en sais rien, tu vois, tu rentres dans une mini parano, j'ai envie de dire semi-raciste, hein, finalement, parce que tu dis finalement pourquoi je me pose autant de questions juste parce que j'ai un t-shirt violet. On voit bien que j'ai pas les lettres grecques sur mon torse, hein. Je veux dire, ça aurait peut-être été différent, tu vois, si j'avais porté un de leurs t-shirts et tout, mais et du coup ça m'a posé question et je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant de le mettre dans la BD, tu vois, encore une fois, de mettre Vince avec en plus, là, contrairement à lui, moi, j'ai pas un Willy qui appuie bien là où ça fait mal devant tout le monde, tu vois. Donc, je trouvais que c'était une scène un petit peu marrante et que ça posait question, tu sais, juste avant, t'as Vince qui traite Willy de raciste en disant, tu sais, par rapport aux pyramides égyptiennes. Et puis là, en fin de compte, on pourrait presque, Willy, tu vois, il peut se dire le truc inverse. Genre, bah, est-ce que c'est pas raciste aussi d'avoir peur de porter un t-shirt violet, tu sais, parce que tu te sens en infériorité, tu vois. Donc il y a une petite question comme ça que je trouvais un peu marrante et que j'ai mis en scène. Donc il y a pas mal de clins d'œil dans la BD qui viennent de mon vécu et de petites conneries. D'ailleurs, le pérave qui dit, oh putain, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, c'est moi, tu vois. Tu vois,
Là, dans la BD, j'ai fait que c'est Vince qui pose la question et que c'est Willy qui le traite de pérave. Mais en vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, quand on est arrivé dans l'hôtel, j'étais cramé, cramé. Puis, quand on nous dit, bah non, justement, il va y avoir une grosse soirée et tout, je suis, ah putain, j'espère que ça va pas faire de bruit parce que j'en pouvais plus, tu vois. Le vieux. Ah ouais. Et donc, ça m'amusait aussi de faire, tu vois, avec le recul de la situation, de faire, que c'est Vince qui passe un peu pour le gros pour rêve du groupe, quoi. Ouais, puis de mettre juste quelques souvenirs en fait là-dedans. Ouais, c'est ça. De raconter un petit peu ton aventure, mais c'est chiant à dessiner Dark Vegas. C'est en termes de décor, parce que j'imagine que tu as aussi des photos personnelles à la limite, ou que tu reprends des lieux un peu emblématiques. Alors, le gros problème, c'est que j'ai voulu inventer tous les casinos. Il n'y a pas un vrai casino, sauf que c'est des détournements de casinos existants. Des fois, c'est des mash-ups de casinos, tu vois, genre la piscine du César Palace avec l'intérieur du Luxor, avec, tu vois, j'essaye de faire des mash-ups, je reprends pas tout à fait les mêmes éléments et tout, mais il y a des choses qui sont complètement inventées, comme l'Olympus, par exemple. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils aient pas de casino du Mont Olympe ou ce genre de truc à Vegas. Alors, ils ont le César Palace. Alors, tu sais, c'est les Américains, hein, donc pour eux, la Grèce, la Rome, c'est un peu kiff-kiff. Bon, de toute façon, c'est un peu la même chose. Le panthéon des tu vois, des dieux grecs et romains est partagé. Tu vois, c'est les mêmes dieux avec des noms différents. Donc, why not? Mais en tout cas, ouais. Donc, moi, je voulais faire un casino qui tourne autour du côté grec, quoi, Mont Olympe et tout. Athéna, Hercule, la mythologie, tu vois. Donc ça, il faut te dire, ok, alors à quoi ça pourrait ressembler. C'est toujours, c'est autre chose que dessiner les rues de Dark Mythicity, quoi, si tu veux. Donc ça, c'était un petit peu j'ai envie de dire un peu la difficulté. Mais surtout, je voulais que ça transpire Vegas à 100%, et pas un Vegas fantasmé pour le coup, hein, un Vegas carte postale, certes, mais qui existe dans la vie réelle. Je veux que les gens qui soient allés à Vegas se disent, ah ouais, c'est exactement comme ça. Et à contrario, ceux qui n'y sont jamais allés et qui iront un jour se diront, putain, c'est comme dans Mout of Cave. Tu vois, donc c'était un peu l'idée tout simplement parce que quand tu vends une ville comme Vegas, si dans tes planches, t'es pas un minimum généreux, c'est compliqué, quoi. Tu vois, j'ai déjà vu des trucs, hein, des BD qui se passent à Vegas, et tu vois que le mec il a jamais foutu les pieds, puis deux, en termes de décor et tout, ouais, c'est pas ça. Alors je dis pas que j'ai forcément réussi, hein, mais j'ai essayé de m'en approcher le plus possible. Et qu'est-ce qui te fera dire si t'as réussi ou pas? C'est le retour des lecteurs, alors? C'est le retour de personnes qui ont été aussi et qui se disent, putain, j'ai ressenti la vibe, ouais. Alors c'est plus un côté vibe, parce qu'en termes d'architecture, c'est beaucoup plus fou, Las Vegas. C'est-à-dire que des fois, à l'intérieur des casinos, c'est complètement débile, quoi. Il y a je sais plus son nom, mais le casino Venetian, quand tu vas à l'intérieur, c'est complètement fou. Les perspectives, tu demandes de dessiner, tu demandes à Mathieu Babelet de dessiner le Venetian, putain, il te ferait des trucs de taré. C'est juste grandiose, hallucinant. C'est de la dentelle faite architecture, tu vois. C'est une espèce de concentré de Venise, mais dans quelques mètres carrés. Donc c'est très impressionnant. Et ça pourrait être dessinable, hein, si tu veux, mais il aura fallu encore que je rajoute des planches juste pour montrer le décor, tu vois. C'était pas forcément nécessaire, mais en termes d'ambiance et de vibe, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et surtout partir en vacances avec eux, en fait, se retrouver là-bas. Et puis encore une fois, pour que ça tranche avec la partie 2, il faut quand même montrer un Vegas relativement, si pas paradisiaque, un peu idyllique, quoi. Ouais. Pour avoir aussi vraiment ta nette scission entre ce qu'on va dire d'un point de vue narratif très académique, situation initiale, élément déclencheur et les péripéties. Sauf que du coup, t'as une situation initiale, c'est un tiers de la BD, t'as un petit élément déclencheur, en fait, qui va être très vite passé sous silence, et après t'as les péripéties qui se mettent en branle. Ouais. Et qui ne s'arrêtent pas jusqu'à la fin. Mais sur les éléments aussi que tu dépeins dans Las Vegas, je voulais savoir si, de façon peut-être assez évidente, mais j'imagine que les mecs qui distribuent des cartes pour des strip clubs, le fait que tu puisses appeler des prostituées, voilà, c'est réel. T'en as la masse. Et les machines à penny, enfin les machines pour imprimer des motifs sur des pièces aussi, alors ouais, ça c'était Yoke, en fait, quand on était allé à Vegas la première fois, je lui ai fait découvrir ça. Je trouve ça complètement absurde comme machine. Mais... Ah ouais. Je lui ai fait découvrir ça et il connaissait. Alors je crois qu'il connaissait pas. Et du coup, on s'est mis en quête de toutes les machines, les penny machines de Vegas, tu vois. C'est un petit peu une manière d'avoir un souvenir d'un endroit, tu vois. Tu vois, il y a très peu de choses
Tu vois, mis à part les photos, il y a très peu de choses où tu peux emporter un. Alors si il y a le mur de Berlin où les mecs qui récupéraient un morceau de mur, tu vois, pour garder en souvenir. Sauf que là, c'est organisé de manière à ce que tu pilles pas, tu vois, le décor de Vegas. Donc t'as ton penny. Tu mets 2 pièces de 25 cents et puis ensuite tu choisis ton motif. Alors en règle générale, si t'es devant, je dis n'importe quoi, si t'es devant le Bonanza, tu vas avoir 3 ou 4 différents dessins motifs du Bonanza que tu peux imprimer sur ta pièce. Mais il y a ça ailleurs qu'à Vegas, hein. Il y a ça à New York, par exemple. Moi, je vais pas dire que je les collectionne, mais quand je croise une penny machine, j'y vais forcément. Donc c'est toi Willy dans l'album aussi. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu moi, c'est un peu Yuck, c'est un peu voilà, c'est un peu l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Ça sera ma fille plus tard si on va aux États-Unis et je lui ferai découvrir les penny machines. Évidemment qu'elle voudra et son frère derrière qui voudra aussi sa petite pièce. Mais tu vois, il y en a partout. Il y en a au Meteor Crater en Arizona, il y en a à la Statue de la Liberté à New York, il y en a devant le Flatiron à New York. En fait, partout il y a un lieu un petit peu iconique. Il y a une penny machine. Alors c'est de plus en plus rare. Tu vois, c'est un petit peu comme les cabines téléphoniques, j'ai l'impression. C'est-à-dire que peut-être ça intéresse moins les gens, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est une institution et t'as même des petits livrets où tu peux les ranger. Tu vois, moi, j'ai acheté ça ressemble à un passeport. Penny Machine Book, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Et puis tu les ranges dans des petits trucs en plastique, tu les classes par état et tout. Donc c'est assez marrant et je trouvais ça marrant que Willy, tu vois, se mettre à collectionner ce truc-là, ça lui va tout à fait bien, je trouve. Et surtout, après, c'est un petit élément narratif qui fait que ça peut aussi foutre la merde, quoi. Mais c'est beaucoup de souvenirs. Mais justement, quand tu présentes la machine à penny, c'est parce que tu sais que tu vas la réutiliser. Là, ça fait partie de ton fusil, d'un de tes fusils de Chekhov. Tu sais que ça va réapparaître après. Ouais. Alors, ça aurait pu se passer autrement, hein. Mais là, il se trouve que c'était une manière d'introduire la penny machine sans que ça soit forcément gratuit. Même si en fin de compte, dans une BD, tout est un peu gratuit parce que bon, t'es là pour divertir les gens et ça sert ton récit, certes, mais ton récit, il peut être tellement de choses que bon. Donc c'est surtout une manière, encore une fois, de partager un mood et puis de faire un petit détail qu'on voit. J'ai pas souvenir qu'on voit ça beaucoup dans les BD, en fait. Ouais, non, c'est parce que en l'occurrence, quand elle réintervient, c'est parce que tu l'utilises parce qu'elle fait du bruit et qu'elle va attirer un tas d'autres personnages. Mais c'est vrai que tu aurais pu passer sur le classique, tu te cognes à quelque chose, tu renverses un truc, un coup de klaxon, une alarme de voiture qui sera activée. Et tous ces trucs-là, ouais. Mais c'est vrai que là, ça te permettait d'ajouter là-dessus. Puis ça montre aussi que le personnage, en fait, il est complètement en dehors de la réalité, quoi. J'avoue que la situation en question, oui, c'est vrai qu'il est complètement con. Tu vois, et d'ailleurs, ça pose même problème, et je pense que dans le tome 3, ça a posé problème. Parce que c'est quand même à cause de ça qu'il y a eu un bordel, quoi. Oui, et puis de mémoire, dans l'arc 1 aussi, il causait quand même des situations super... Oui, mais après, dans l'arc 1, ils sont allés le chercher, donc c'est un peu à cause d'eux aussi. Mais là... ils sont allés le chercher aussi dans le tome 1 de MF. Ils vont toujours le chercher, je sais pas pourquoi ils vont chercher ce gars-là, en fait. Parce qu'il l'aime bien, je sais pas, c'est vraiment leur... C'est ça, c'est alors qu'il attire que la merde tout le temps, mais en fait, je sais pas, peut-être que t'as un pote comme ça, poissard, mais en fait, dont tu peux pas te passer, quoi. Puis après, c'est aussi une petite facilité scénaristique, dans le sens où si tu veux créer un enquête, c'est toujours bien un trio. Oui. Tu vois, un duo, bon, c'est toujours un peu difficile à gérer, mais un trio, l'énergie circule bien parce que tu peux avoir un antagonisme au sein du groupe. L'énergie circule de manière différente, donc c'est toujours bien d'avoir un casse-couille dans le groupe, tu vois, et surtout que là ça s'équilibre quand même plutôt pas mal. Angelino est un peu le lead, un peu plus tête brûlée, contrairement à Vince qui pourrait paraître tête brûlée mais qui lui est beaucoup plus sur la réserve. Alors lui il est littéralement tête brûlée mais pas dans son caractère, ouais. Voilà, et puis à côté de ça un mec qui est complètement j'ai un peu presque ravagé, un peu tu vois, en dehors des réalités et qui vient foutre un petit peu le boxon là-dedans, quoi. Donc, et ce même en situation critique où t'auras à te dire là il est temps, il faut réfléchir un petit peu, il faut se poser, mais t'auras toujours quelqu'un qui se dit non, bah c'est le moment, il y a des zombies partout, enfin des infectés partout, mais tiens, j'ai quand même envie d'aller me prendre une nouvelle machine à penny. Son intérêt passera avant l'intérêt du groupe, en fait. Tu disais aussi que dans Dark Vegas, au départ, on voit que Vince, il est à l'aise, il se sent bien, il se dit même, donc à plusieurs reprises, putain, en fait, c'est cool cette ville, je pourrais y rester toute ma vie. Ouais. Et justement, parce qu'on va continuer d'explorer son passé, ce que tu avais déjà fait dans le premier tome, et justement expliquer peut-être
pourquoi ce mal-être, pourquoi ce manque de confiance en lui, c'est que bah t'exposes des faits quand même super graves en fait de harcèlement à l'école, et ça avec une conclusion ultra tragique pour les gamins qui ont harcelé, qui tabassent littéralement Vince. Ça aussi c'était important, ça on va y venir après, juste que ça fait partie d'un tout thématique dans ce thème sur les comportements toxiques, mais là particulièrement tu voulais quand même aussi montrer que voilà que Vince, ben depuis son enfance c'est quelqu'un qui a énormément souffert, et le fait que aussi il a rencontré Lino qui a pris sa défense aussi très rapidement. Ouais, donc assez vite il s'est retrouvé, j'ai envie de dire presque dépendant d'Angelino de manière émotionnelle, je dirais. Et on a aussi l'explication de la couleur de ses yeux. Alors ce qui est marrant, c'est que dans le tome 1, les premières apparitions de Vince, tu vois, bah, il a toujours ses yeux bleus d'enfant en fait. Et je crois qu'en France, en tout cas, personne ne m'a interpellé par rapport à ça directement. Il y a qu'un fan américain qui avait même pas la BD, qui s'est basé uniquement sur le film, les BD qu'il a réussi à choper en numérique et les images que je montrais sur Instagram, qui a pondu une théorie qui était une hypothèse qui était tout à fait juste, à savoir il a dû se passer quelque chose de grave dans sa vie, il a dû à un moment donné perdre son innocence d'une manière ou d'une autre, peut-être tuer quelqu'un pour hériter de ces yeux-là, parce qu'il avait grillé que dans Puta Madre, c'était comme ça que El Diablo avait chopé ses yeux noirs avec les pupilles jaunes, qui est un code récurrent dans Mutafukaz, dans les personnages qui sont entre guillemets, qui sont en toute innocence au départ de leur vie, et qui à un moment donné basculent vers quelque chose de sombre. Dont l'innocence est brisée. C'est ça. Et c'est un petit américain qui a fait un petit des stories Instagram pour expliquer ça à ses followers, en disant je crois que il peut se passer ça dans Mutafukaz 2, et il avait vu complètement juste, quoi. Et ça c'est quelque chose aussi qui est ancré dans ton histoire depuis le début. C'est quelque chose d'intuitif. Alors là, pour dire les choses vraiment concrètement, c'était quelque chose qui était tout à fait intuitif au départ. Et chez Ankama, il y a un gars qui était au début stagiaire et ensuite qui bossait dans la com, qui s'appelle Kevin. Et à un moment donné, il m'avait chopé entre quatre yeux, mais il m'a dit est-ce que Vince, par hasard, il n'aurait pas suivi le même chemin qu'El Diablo, parce qu'ils ont les mêmes yeux, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'avais fait de manière intuitive, c'est-à-dire que la préquelle de Vince, je l'avais dans les grandes lignes, mais j'avais pas mis, si tu veux, forcément le doigt dessus. Et lui, le fait qu'il me dise ça m'a permis aussi de l'intellectualiser. Et je lui ai dit, bah ouais, non, pas forcément, mais ouais, quand même un peu. Tu vois, c'était pas encore tout à fait clair dans ma tête. Et puis en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est exactement ça, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses que tu fais de manière intuitive qui sont pas forcément très réfléchies. Puis en fait, quand tu y réfléchis ou quand quelqu'un t'en parle, tu dis bah ouais, en fait, oui, il y a ça. Donc ça, c'est assez particulier. Il y a des évidences comme ça, j'en ai plus en tête, mais je sais qu'une fois, il y a quelqu'un aussi qui m'a parlé d'un personnage. Puis je disais bah ouais, en fait, t'as raison. Je l'avais, tu vois, je l'avais dans un coin de ma tête, mais j'avais pas forcément mis le doigt dessus de manière explicite. Tu vois. C'est le fait que quelqu'un d'autre, enfin que quelqu'un d'extérieur formule concrètement ce que tu avais en tête, qui te permet aussi après de l'appliquer plus. Parce que tu l'as en tête, mais de manière diffuse, si tu veux. C'est pas, je sais pas comment expliquer. Ça fait partie de tes codes que tu as digérés, mais que tu utilises dans ta diégèse, mais tu t'as pas forcément un vrai recul dessus intellectuel, ou tu l'es pas verbalisé à toi-même, si tu veux. Donc, quand c'est comme ça, c'est toujours intéressant, je trouve. Et quand tu réfléchis à la scène, justement, c'est-à-dire qu'il faut que tu veux montrer la scène pivot, en fait, dans l'histoire de Vince. Ouais. Est-ce que tu sais que ce sera du coup la mort de deux personnes qui va être l'élément déclencheur? Est-ce que t'as une idée? Non, je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave. Juste grave, c'est ça, mais parce que c'est déjà très violent dans l'état. C'est pas très graphique de la façon, parce qu'en fait tu fais une ellipse de toute façon. Ouais. Mais ça montre quand même quelque chose qui est super vénère, qui est quand même des gamins du coup qui se font buter. Mais c'est dans l'ellipse, mais tu savais le niveau de violence que tu voulais quand même aborder pour. J'ai pas conscience de si c'est violent ou pas. C'est-à-dire que quand je fais le dessin, à un moment donné, je me pose quand même des questions.
Et je sais que sur le Low Reader 3, on a eu une discussion il y a quelques jours avec Pivoine sur son histoire. Et à un moment donné, je lui disais, mais ton histoire doit aller vers ça. Ton histoire doit aller vers ça. Parce que c'est finalement un peu ça que tu racontes quand même. Et lui, il me disait, ouais, mais je suis pas à l'aise avec l'idée. Je dis, mais justement, tu vois, justement, si t'es pas à l'aise, c'est que ça fonctionne. Donc, il faut que t'y ailles, tu vois. Il faut que t'y ailles. Et moi, il y a pas mal de pages sur lesquelles je suis pas forcément méga à l'aise, hein, tu vois. On va en reparler après, hein. Dans MFK2, tu vois, tome 2, il y a des trucs que je suis pas giga à l'aise avec, mais je me dis, bon, pour le personnage, pour ce que je veux raconter, il faut en passer par là, en fait, tu vois. Et là, c'est pareil, quand tu dessines, tu vois, des cadavres d'enfants, tête, tu vois, moitié dans l'eau, tête enfoncée dans la boue, moitié carbonisée. À un moment donné, tu dis, ouais, qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? Mais en même temps, pour ta diégèse, pour ce que tu as besoin de raconter, bah, tu dis, bah ouais, il faut que là, à un moment donné, il faut que ça soit un peu, je dirais pas choquant, mais tu vas pas tout aseptiser pour mettre à l'aise. En fait, comment? Mutafuka, c'est pas une safe place. Ouais, ni pour moi, ni pour les lecteurs. C'est ça que je veux dire. Même si ça reste pop, c'est divertissant, c'est un peu grand guignol, c'est un petit peu what the fuck et tout. Mais pour autant, il faut que ça reste ce que c'est-à-dire quelque chose qui potentiellement peut éventuellement faire réfléchir, hein, même pas forcément philosophiquement quoi, mais juste te faire réfléchir sur un concept. Ou tout simplement te déranger, quoi. Tu vois, techniquement, t'as toujours eu un logo disapproved by the Comic Code Authority pour montrer que voilà, que tu voulais pas être lissé, en fait, dans ce que tu montrais ou dans ce que tu racontais. Et c'est pas une volonté de choquer les gens non plus, hein. C'est juste que moi, à un moment donné, je me dis, bon, c'est intéressant d'aller sur ce terrain-là. Et puis, et si je suis pas forcément à l'aise avec, bah, tant pis, c'est comme ça, en fait. Je me mets quand même des limites, hein, tu vois, on en avait déjà parlé et tout. Mais c'est des limites là qui, où si tu veux, j'ai envie de dire, ça concerne que moi, ça va pas être de l'autocensure, c'est que je veux pas faire ça. Parfois par superstition, des trucs comme ça. Mais après, si je trouve que mon récit nécessite des choses qui vont peut-être déranger un peu le lecteur ou éventuellement qui vont faire qu'à un moment donné ils vont décrocher, tu vois, ben tant pis. Tu vois, je pense au film C'est arrivé près de chez vous. À un moment donné, moi, chacun a sa limite sur ce film. Moi, ma limite, c'est le viol devant le mari, tu vois, séquestré. Voilà, moi, c'est ma limite. Là, je me dis non, j'y arrive plus. J'ai du mal. Il y en a, ça va être juste tuer le vieux ou tu vois des trucs comme ça. Donc, mais le film, en fait, qu'est-ce qu'il veut te dire, le film? Le film, il veut te pousser dans tes retranchements, en fait. Tu vois, c'est ça c'est tout l'intérêt de C'est arrivé près de chez vous. Moi, Mutafuka, c'est pas le cas. Néanmoins, pour si ça peut te bousculer un petit peu, bousculer, c'est exactement le mot que je cherchais. Moi, j'aime bien être bousculé. La fois dernière, j'ai regardé le film The Hunt. Ouais. Tu vois, c'est complètement contraire à toutes les choses que je pense. Où là, pour le coup, dans le film, finalement, c'est entre guillemets complotistes. Alors, encore une fois, je dis pas complotiste à la légère, hein, je parle de la définition universitaire du mot, à savoir des gens qui pensent qu'il y a une élite cachée qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans le monde. Et là, pour le coup, le film leur donne raison, tu vois. C'est eux les gentils de l'histoire. Et les méchants, t'as vu le film ou pas? Non. Les méchants, c'est vraiment marrant, c'est les démocrates et qui partent de plein de bonnes intentions, mais qui finalement se révèlent assez salauds. Et du coup, les gentils, c'est les pires salopards de mecs qui font de la désinformation et tout. Donc c'est très bizarre. Mais j'ai bien aimé ce film-là parce que ça m'a vraiment bousculé. Tu vois, des fois je dis ouais putain mais non mais t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais en même temps il se passe un truc et j'ai pas l'habitude de voir ça. Et ça m'intéresse. Et puis là où je serais déçu par contre, c'est si je me rendais compte que le mec qui a réalisé c'était un tenant de QAnon et de trucs comme ça. Alors là, par contre, ça serait rédhibitoire. Mais je pars du principe que c'est pas le cas et que le mec, il a cherché un petit peu à bousculer. Ouais. Et ça m'intéresse. C'est pas parce que tu montres quelque chose ou que tu écris quelque chose que ça veut dire que c'est toi ce que tu penses forcément. Non. Le mec est parti sur un concept original qui pose question, tu vois, et qui me bouscule et tu vois, j'y ai repensé plusieurs fois. Et moi-même pendant le film, je disais
ouais, mais attends, il veut dénoncer quoi, le mec et tout. Puis des fois, je me dis, bah, peut-être rien, justement. Ouais. C'est l'absurdité de la situation qui fait que c'est drôle. Donc, voilà. Donc, des fois, il faut aussi, je pense, arrêter de regarder des œuvres avec une grille de lecture militante, même si, encore une fois, je pense que tout est un peu politique, hein, tu vois. Encore une fois, politique, ça veut pas dire militant. Toujours, oui, parce que tu fais des choix Tu fais des choix dans ce que tu veux raconter. Mais des fois, il faut aussi un petit peu se détendre, retirer sa grille de lecture, et puis se dire juste, je prends l'œuvre pour ce qu'elle est, tu vois. Et puis quand c'est une œuvre un petit peu, j'ai envie de dire, poil à gratter, bon bah c'est une œuvre poil à gratter, point, ça tape dans tous les sens. Il faut pas y voir forcément un message militant particulier, tu vois. Ce qu'on m'avait reproché un petit peu dans le tome 1, tu vois. Par rapport à la caricature de Archie Crump. Exactement. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que Archie Crump, pardon. Crump, ouais. Tu vois, lapsus. Était un peu caricatural. Bah oui, mais en même temps le modèle l'est tout autant, je trouve. Donc bah faut un petit peu pousser le bouchon. Et oui, c'est facile, mais en même temps c'est de ça dont je parle. Je parle de la polarisation du monde. Alors via les réseaux sociaux, surtout dans le tome 1. Dans le tome 2, ça commence à être un peu plus concret. Mais pour polariser, j'ai besoin d'une figure polarisatrice. Et il se trouve que la figure la plus polarisatrice qu'on connaisse, c'est quand même Donald Trump. Alors, j'allais pas faire le Brésilien, je sais même plus comment il s'appelle. Bolsonaro. Hein. J'allais pas faire Bolsonaro, ça résonne pas pareil qu'un Trump, tu vois. Donc forcément, oui, j'ai fait une caricature de Trump. Bon, il y a des gens, ça leur suffit pour te dire t'as sombré dans le wokisme le plus radical. Le fameux. Le gros wokisme, mais justement, alors que limite t'as le contre-exemple dans une scène de cette première partie où là justement tu prends l'inverse total, c'est-à-dire que tu fais une caricature de militant ultra engagé et qui vient reprocher à Willy de porter des dreads et d'en faire de l'appropriation culturelle. Exactement. Mais encore une fois, c'est pas ce que je montre par cette scène qui risque d'être comprise de travers, hein, c'est l'absurdité de la situation. C'est encore une fois la polarisation du monde. C'est-à-dire que les gens, tu vois, l'autre, elle va aller lui prendre la tête pour des dreads alors qu'on sait même pas ce que c'est, Willy. Non, mais tu vois. C'est vrai que tu n'as toujours pas dévoilé. Bah, pour moi, c'est une chauve-souris. Ouais, mais tu remarqueras que dans tout l'album, tout le monde, les mecs de la fraternité, ils disent que c'est un chihuahua. L'autre, il pense que c'est un chat. Dick Zachary, il dit que c'est une moufette. Elle dit que c'est un ragondin. Donc, tu vois, pour moi, c'est la situation. Et je voulais créer une situation absurde pour montrer encore une fois la polarisation du monde. Et la polarisation du monde, effectivement, tout ce qui est il y a énormément de désinformation et de polarisation qui vient de la droite radicale ou de l'alt-right ou de tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même aussi une partie de la polarisation qui vient de la gauche militante et qui parfois se trompe de cible. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ce que je voulais montrer. C'est-à-dire que lui, il s'en prend plein la gueule, Willy, alors que finalement, ça n'a aucun sens dans la BD. Absolument aucun sens. Ouais. Mais cette scène-là aussi, c'est tout simplement parce que je voulais montrer que, tu vois, Willy se plaint que personne lui fait de compliments, et la première personne qui va lui parler de ses dreads, c'est pour le tacler, quoi. Bon, c'est ça aussi que je trouvais drôle dans l'idée, quoi. Ouais. Autre aspect encore, juste par rapport au flashback de Vince, je fais juste une parenthèse là-dessus, mais d'un point de vue narratif, c'est une science vraiment de choisir à quel moment tu places les séquences de flashback justement pour alterner avec les moments. C'est du feeling. Ça c'est C'est du feeling. Moi, je voulais commencer par un flashback parce que je trouvais que c'était en totale rupture avec la couverture. Tu sais, tu t'attends à prendre du Vegas plein la gueule, puis t'arrives dans une espèce d'orphelinat quasi anglais, tu vois. qui fait une apparition. Tu vois, donc moi j'aime bien susciter un peu de surprise comme ça, tu vois, où tu dis attends, c'était pas prévu au programme ce truc-là. Ah oui, d'accord, c'est la jeunesse de Vince, tu vois. Et puis progressivement comme ça, j'amène le flashback. Après, tu parlais des expériences et tout. Bon, moi j'ai pas été harcelé comme un Vince, hein. Parce que j'avais aussi bizarrement j'avais le répondant qui n'était pas devinable d'après mon aspect physique, tu vois. J'étais quand même un petit gars, tu vois, assez petit, assez maigre quand j'étais petit, et je me faisais quand même plutôt emmerder. Par contre, contrairement à Vince, même si j'aimais pas ça, la confrontation, la bagarre et tout, le point à pas dépasser, c'était me toucher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on posait la main sur moi ou me touchait,
ça partait tout de suite, direct. C'était ma façon de me protéger, en fait. Bon, Vince, il a pas eu ça. C'est-à-dire que il va jusqu'à se faire pisser dessus et il va pas réagir, tu vois. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, les mécanismes du harcèlement, je les connais, tu vois. Il suffit que tu sois un peu différent ou perçu comme différent et c'est parti. Tu vois, il faut une tête de Turc, il faut quelqu'un, tu vois, il faut, c'est tout simplement comment? Bah, la mentalité de groupe, quoi. Non, il y a rien, c'est ça. Enfin, moi, je peux en parler, hein. Il suffit de sauter une classe, quoi. Et t'es plus petit que les autres, t'es plus jeune, t'es le bébé, machin, je sais pas quoi, et puis ça suffit, en fait, pour te faire une année scolaire de merde, non? Ouais, et puis des fois, il suffit que t'aies des lunettes, un appareil dentaire, des bagues, des conneries comme ça, des boutons, tu sois plus petit, trop intelligent, par exemple, ça aussi. Je sais qu'il y a des gens qui se font, trop beau. Moi, je sais qu'une fois, il y avait une gamine. Ah ouais, trop beau aussi. Ah, je te jure que j'ai vu ça de mes yeux. J'étais moniteur de colonies de vacances, et il y avait une gamine qui était magnifique, Pocahontas miniature. Elle se faisait emmerder par tous les gars qui lui disaient quoi? T'es moche. Alors, mais c'était un délire total. Et des fois, même qui en venaient aux mains, qui lui mettaient des claques derrière la tête, avec ses cheveux qui volaient. C'était un délire. C'était un délire. Donc, tu vois, des fois, c'est juste le fait d'être différent. Tu sais, t'es différent d'un groupe et tu peux devenir la tête de Turc. Et surtout si t'es isolé. Ouais. Et d'aucuns te dira en plus que c'est une expression qu'il faut pas utiliser parce que blablabla sur. De quoi? Tête de Turc. Ah ouais, bah tête de Turc, je sais pas. Bah trouvez-moi un synonyme, je l'utilise. Souffre-douleur. Souffre-douleur, très bien. Voilà. Comme ça, c'est mieux. La thématique aussi, parce que tu le vois donc avec ces différentes scènes, donc que ce soit le harcèlement, c'est que tu veux parler aussi de toxicité, de comportement toxique. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va aussi transparaître après, puisque donc on a une forme de contamination de macho qui a lieu parce qu'en fait bon là ça spoil hein. Mais je l'ai prévenu au tout début voilà, de ce mais podcast, encore s'il y en avait qui avaient zappé et qui étaient allés aux toilettes ou quoi, on vous le redit, ça a spoilé hein. Ouais, mais après je l'ai dit dès le début, donc franchement ça y est, vexé. Bah non, en plus on parlait des flashbacks et tout ça, on les spoilait déjà aussi, tu vois. Et donc à la base c'est le programme de détection des machos qu'on nous avait teasé dans le tome 1, qui est appliqué parce que justement on a retrouvé la trace d'Angelino à Dark Vegas, sauf que coup du sort, un macho en fait prend l'apparence du professeur pour modifier. Coup du sort ou stratégie réfléchie depuis le début, hein. On sait pas. Ouais, j'avoue. Moi, je vais faire le naïf. Donc, puisque toi, tu sais, vu que tu écris la BD, moi, je vais faire un coup du sort. Et au lieu, en fait, de détecter les machos en faisant un système de traçage par les téléphones, téléphones portables, en fait, ça va contaminer visiblement les gens. Ça aussi, faut savoir l'expliquer, faut savoir le montrer, et ça reprend en même temps aussi les codes, un peu du film de zombies, clairement. Ouais, c'est ça, des films d'infectés. Alors, le pourquoi du comment, j'ai pas voulu l'expliquer. Je trouvais que c'était bien de rester un petit peu énigmatique sur le fait que, d'ailleurs, je veux pas dire que ça me fait peur, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui vont même pas comprendre le délire, quoi. Si tu veux, qui vont se dire, attends, ça fout quoi là? Qu'est-ce que ça, c'est quoi? D'où ça sort? Tu vois? Je sais que dans le tome 3, je serai un peu plus explicatif. J'expliquerai en 1 ou 2 pages qu'est-ce qui s'est passé. Mais je voulais pas le montrer, en fait, je voulais qu'on soit au même niveau que les personnages. C'est-à-dire, on est réveillé en pleine nuit, on comprend rien à ce qui se passe, tu vois. Donc, il y a des gens qui pourront peut-être faire le lien avec ce qui s'est passé avant, avec une scène. T'as quand même parce que moi, je suis un grand consommateur de films de zombies et de ce genre de choses-là. Donc, en fait, t'es habitué à voir des éléments un petit peu qu'on te présente parce que rien n'est jamais laissé au hasard. Même si tu parlais de gratuité avant, il y a quand même des choses qui peuvent pas être laissées au hasard. Et quand tu vois que y a les drones qui passent et que la peau de Lino réagit un petit peu bizarrement, et que souvent dans les films de zombies en fait ça commence souvent parce que t'as un cas d'agression qui est médiatisé, qui apparaît, et qu'on te dit souvent il y en a eu 2 autres ou 3 cette nuit. Tu les fais aussi. Là tu suis les classiques, on va dire. Donc si ton lecteur il connaît les classiques, il va savoir vers quoi tu te diriges. Il va savoir parce qu'il va en voir 1 et 2, mais pourquoi il y en a 1 ou 2 au début? C'est ça la question. Ah, c'est qu'est-ce qui a déclenché, ouais. Voilà. Tu vois, donc ça, c'est là-dessus que je te dis que je veux rester, j'ai voulu rester énigmatique. On a des pistes de réflexion, hein. Tu vois, quand t'as Fagor qui dit, je vais remplacer le programme. Bon, déjà, il faut savoir que, enfin, j'en dis quand même pas trop pour pas, on peut dire.
Bah, tout ce qui est dans l'album en question, tu peux, oui. Ouais, bon, bah, quand il y a le double de Fagor, qui n'est du coup pas le vrai Fagor, qui dit, attendez, je vais remplacer le programme embarqué par les drones. On se doute bien que c'est pas le programme original, donc on se doute bien que ça vient de ça. Que ça vient de cet endroit-là. Maintenant, le processus qui fait que les gens deviennent, on va dire, infectés par un virus qui vraisemblablement est un virus macho, je l'expliquerai dans le tome 3. Plus tard, ouais. Parce que là, ça m'aurait trop cassé. Puis en plus, ça aurait voulu dire que quelqu'un avait compris ce qui s'était passé. Tu vois, c'est un peu trop tôt pour que les mecs, tu vois, minute 1, il y a une infection. Minute 2, ça commence à envahir Vegas. Puis minute 3, tout le monde sait. On a compris, en fait, c'est grâce à ça. Bah non, il faut laisser un peu de temps avant que les gens comprennent. Tu vois, les premières... le Covid-19, ma femme, elle l'a chopé avant tout le monde quand elle allait faire ses examens et tout. On lui a dit que c'était une pneumonie atypique. On lui a pas dit c'est le Covid-19. On savait même pas que ça existait. Donc on savait même pas que c'était un coronavirus. Donc ils ont fait la radio, ils ont vu qu'il y avait des traces qui ressemblaient fortement à une pneumonie, mais un peu différente d'une pneumonie normale. Bon bah c'était pneumonie atypique. Point. Bah là c'est un peu pareil, les gens là ils savent même pas, il y a même Mackenzie qui croit que c'est que le virus c'est Angelino qui l'a propagé, tu vois. Donc après elle a définitivement une dent contre Lino depuis le départ, enfin parce qu'elle est persuadée comme son père que contre les machos en fait. Voilà, contre les machos. Donc c'est aussi pour ça qu'elle agit comme ça. Mais justement à ce point de bascule là, quand t'as les premières attaques dans l'hôtel et que après crescendo on va aller dans la bagarre, tout simplement, la bagarre tout le temps tout le temps. Littéralement, pour toi c'est récréatif, c'est fun, ou c'est d'un point de vue artistique c'est quand même aussi techniquement dur, parce que faut être inventif, parce qu'il y a quand même pas mal de moments, des scènes de découpage de zombies ou de tir dans le tas où c'est des planches qui sont chargées, où tu mets il y a du posing dans tous les sens, c'est d'un point de vue vraiment artistique, pour toi, ça défoule ou tu satures à un moment? Non, ça défoule pas, je sature pas particulièrement, c'est juste que c'est juste du taf, voilà. Non mais c'est vrai en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je me dis fais-nous croire au mythe de l'artiste. Quel effet vises-tu? Le divertissement. OK. Ouais. J'essaye d'abord moi-même d'être un peu diverti, si tu veux. C'est-à-dire que là, je retombe en enfance et je me dis, qu'est-ce qui me fait kiffer, tu vois. Et puis, des situations un peu incongrues, tu vois. Ils se retrouvent tous dans un Hummer. Tu vois, normalement, dans n'importe quel film, le Hummer démarre et puis commence à écraser tout le monde. Bon, bah là, quelque part, c'est un jeu aussi avec le lecteur. Je leur promets un peu ce genre de scène qu'ils vont jamais avoir, en fait. Tu vois, donc ça, c'est un jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu entre jouer avec les clichés, parfois les utiliser, parfois prendre le lecteur à contre-pied, et surtout créer des situations fun à suivre, tu vois, et sans que ça s'arrête, sans qu'il y ait de temps mort. En plus, Vegas, c'est une ville qui permet ça, c'est-à-dire que en termes d'infectés, tu peux y aller franco sur tous les types de personnages, tu vois. Ça va du gladiateur d'opérette à l'agent de sécurité, à des mecs à poil qui sortent du lit, à des stripteaseuses, tu vois, en termes graphiques, au niveau des infectés, à Elvis, il doit y en avoir 4 ou 5 différents. Ouais. Et encore, je trouve que je suis pas allé encore assez loin, j'aurais voulu être un peu plus délirant là-dessus et tout. Bon, bref, à un moment donné, t'es pris, par tes compétences perso et par le temps, donc à un moment donné, il faut avancer. Mais je voulais que ça soit un peu fou, en fait, tu vois. Je voulais que ça soit je voulais que la chute de Vegas soit l'image de la ville, en fait. Alors, je sais pas si c'est bien rendu, je sais pas si c'est bien compris. Je sais pas si les allusions que j'ai faites à la chute de Rome sont perceptibles, bien que à un moment donné, je me suis dit, bon, vu que visiblement il y a plein de trucs qu'il faut stabiloter pour que ça soit compris des lecteurs, je vais le stabiloter un peu, ce truc-là. Bah, tu le dis explicitement, tu dis l'Empire n'a jamais chuté. Avant que ça arrive aussi, ouais. Tu vois, avant que ça arrive, comme ça, après, quelqu'un qui relit va se dire, ah bah c'est marrant, tout ce dont il a parlé, c'est arrivé. C'est-à-dire, tu vois, la chute de Rome a été provoquée à la fois par les invasions barbares, donc c'est un peu les infectés, tu vois, l'éruption d'un volcan, tu vois, c'est ce qui se passe à la fin, et aussi merde, c'est quoi déjà? Attends, comme je l'ai fait dans le désordre, je suis un peu perdu. Hein.
c'est la peste. Oui. Je crois que c'est ça, une épidémie. Voilà, une épidémie. Et donc l'épidémie, d'une certaine manière, c'est tu remettras tout dans l'ordre ou je recommence là? Bah moi je pensais juste couper le blanc quoi, tu vois, mais. Ouais, d'accord. Bon, vas-y, je redis. Et d'une épidémie. Donc l'épidémie, c'est c'est ce qui arrive avec les infectés quoi. Donc bon, voilà, c'était ça l'idée. Donc c'est vrai que quand tu relis ce passage-là, bon, quand tu sais pas ce qui va se passer, ben c'est tout. Tu lis ça comme tu lirais autre chose. Mais quand tu sais ce qui va se passer, tu peux relier ce qui a provoqué la chute de Rome avec ce qui provoquera la chute de Vegas, quoi. Où j'avais aussi l'impression quand même dans la question sur l'amusement, c'est que tu te permets, et c'est normal vu que tu as des scènes de foule, d'ailleurs tu le fais aussi dans la première partie, mais d'insérer aussi pas des gags, mais des références. C'est-à-dire que justement tu disais que tu pouvais faire n'importe quel type d'infecté, ben on reconnaît aussi des références à des films, il y a le clown de Terrifier notamment qui apparaît. T'as quand même une page aussi de mise en scène où clairement tu reprends une jaquette de Doom. Après, en plus, avec le titre qui est assez alors, assez explicite. Est-ce que je reprends une jaquette de Doom Bah pour moi, c'est la jaquette d'un des jeux, ouais, effectivement, avec le soldat qui tire. Bah, je suis quasiment sûr, ouais. Ok. Mais en plus, avec le titre, enfin. Ouais, non, mais le titre, évident, c'est clair. Le titre, c'est clairement une référence à Doom. Mais il me semble que même le visuel, c'est quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a parlé visuellement. Ok, bah, aussi, en tout cas, c'est fait pour que ça fasse référence à Doom. Mais j'avais pas. Mais tu reprends même des mèmes internet. Enfin, on avait déjà un petit peu noté dans le premier tome que tu mettais des personnalités et tout ça. Bah oui, parce que dans l'arc 1 de Mutafukaz, dans la série mère, ah oui, ouais, bah, tu vois, bah ouais, c'est effectivement c'est de l'ordre de l'instinctif, mais tu vois, mais oui, bah c'est ça, c'est-à-dire une horde de démons et puis des mecs qui défouraillent en fait. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Dans l'arc 1 de Mutafukaz, toutes mes références étaient, j'ai envie de dire des références analogiques, même si ça n'a aucun sens. Mais tu sais, c'est plus des références à ce qui ont fait ma jeunesse, quoi. Tu vois, la 4e dimension, des Placide et Museau, des trucs comme ça, tu vois. Là, les références que je mets dans MFK2, comme entre-temps il y a eu l'immersion, enfin, en tout cas l'émergence de la technologie des téléphones portables, etc., et d'Internet qui n'existait pas avant. Bah, du coup, je me permets de faire des rêves qui sont un petit peu plus, on va dire, dans l'air du temps. Alors, j'espère que les jeunes qui vont voir les rêves, ils vont pas se dire, le vieux boomer qui me croit connaître. Mais, tu vois, des mèmes qui sont quand même là, tu vois, qui perdurent un peu. Alors, même si le mème, effectivement, du mec qui regarde la nana passer, je vois plus jamais passer ce truc-là. Ah, si, quand même. Si. De temps en temps, il revient, ouais. D'accord. Mais même, tu vois, The Board. Le Board Ape, des NFT, il est incroyable celui-là. Bon, lui, tu vois, j'étais obligé de le placer. Il fallait qu'il se fasse exploser sa sale gueule, quoi. Ouais, on sent l'intention. Là, pour le coup, tu vois, t'as pas besoin de dactylographier le truc. L'intention, elle est comprise. Mais j'ai quand même fait, tu vois, le cerveau qui sort de son crâne et il marque les lettres NFT, hein. Ah. Putain, tu vois, mais il y a encore plein de détails sur lesquels, en fait, si tu lis trop rapidement, en fait, Ouais, bah, il y a quand même soyez très attentifs. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails, peut-être, dont seul moi connais les clés, hein, tu vois. Mais oui, l'idée, c'était quand même de mettre, alors, il n'y a pas que des références à Internet, hein. Il y a, par exemple, il y a une ref à Stupéflip dans un billboard. Il y a des billboards issus de jeux vidéo, tu vois, des trucs complètement fictifs. Et encore, j'ai pas pu tous les mettre. Mais ouais, après, encore une fois, il faut pas que les clins d'œil prennent le pas sur le récit. C'est toujours pareil. Bah, c'est la preuve que non, c'est que, tu vois, il y en a que tu cites et que j'aurais pas forcément, que je remarque pas, alors que j'ai déjà lu 2 fois l'album. Mais Mutafukaz, de toute façon, c'est très référentiel en règle générale. Donc pour moi, c'est aussi important. Puis là, pour moi, c'est vraiment ma petite récréation. Ma récréation, je la trouve plus là-dessus que dans le fait de faire des bagarres, par exemple. Beaucoup de bagarres. On arrive à un point donc où la ville est rapidement confinée en fait. C'est loi martiale limite, avec des tanks qui défendent. C'est dur de dessiner là les hélicoptères, les tanks, toi ou non, ça c'est cool. Tu les avions. Google, puis tu prends les modèles, tu regardes, tu refais. Non, ça va. Non, ce qui est plus dur, c'est faire des foules pour que ça ait l'air vraiment de foule, mais en même temps. Dans un décor grandiose comme Vegas, ça c'est un peu plus complexe. Je sais pas si j'y suis vraiment arrivé, mais en tout cas c'était l'intention. Je pense qu'il y a une certaine folie qui ressort quand même des pages, j'espère en tout cas.
Tu vois, attends, qu'est-ce que tu posais comme question avant? Attends, il y a un truc qui m'était venu. Les avions, moi j'étais sur les avions et les hélicoptères. Ah oui, et il y a un truc qu'il faut prendre en compte, donc que là on a un petit peu oublié, mais quand le film on en avait parlé dans le podcast précédent qui parle du tome 1, d'MFK de tome 1, il y a entre-temps le film de Snyder qui est arrivé, tu vois. Ouais. Sur l'armée des morts qui se passe à Vegas, des zombies à Vegas. J'étais tellement dégoûté, je sais pas si tu t'en souviens. Ah ouais, bien sûr. Surtout que je me disais, merde, moi, ma BD, elle va sortir dans un an et demi, tu vois, c'est compliqué. Avec la peur qu'on te dise, ah bah tu t'es inspiré du film de Snyder. Exactement. Et comment? Et Snyder avait dit qu'il allait faire une préquelle en animation qui parlait de Vegas avant la contamination et pendant la contamination. Et là, je te jure que j'ai commencé à trembler et à suer parce que je me suis dit, ok, mais peut-être que les idées que j'ai eues moi en allant à Vegas, si on est à peu près sur le même canal cérébral, il va avoir les mêmes, quoi. C'est-à-dire que descendre la pyramide, tu vois, en surf, etc. C'est rare passé, mais ouais. il peut l'avoir, tu vois, il peut l'avoir. Et là, c'est compliqué parce que lui, sa force de frappe, c'est pas la mienne. Donc je me suis dit, mon Dieu, au secours. Et c'est là où j'ai pensé à réintégrer des choses pour lesquelles je me suis dit, ça, il pourra pas il réintégrera pas ça. Tu vois. Par exemple, tout le rapport à l'eau. Tu vois, le rapport à l'eau, à moins qu'il fasse un personnage qui a peur de l'eau, puis alors là, ça aurait été le pompon. Mais je me suis dit, je vois pas pourquoi il irait vers ce truc-là. Donc à un moment donné, j'ai orienté aussi quelques scènes d'action pour tout simplement pour mettre en scène cet élément dont je savais qu'il y avait très peu de chances qu'il se retrouve dans le film de Snyder. Contrairement à une descente de pyramide où là je me suis dit à tous les coups je vois pas pourquoi il le ferait pas en fait. Si j'y ai pensé, pourquoi il y penserait pas, tu vois. Donc c'est vrai qu'à un moment donné ça a orienté aussi d'ailleurs mon casino qui s'appelait Olympus avant d'avoir vu le film. Quand j'ai vu qu'il s'appelait Olympus dans le film, j'ai pensé longtemps à changer de nom. Puis à un moment donné, je me suis dit, vas-y, fuck off, Olympus, c'est le mont Olympe, putain, c'est ça que oui, personne n'a le copyright dessus. Hein. Et puis même, c'était, la coïncidence est grosse, mais je me suis dit, ouais, mais dans ce cas-là, je vais appeler comment? Faut que je change de tout, j'ai mon passage Poséidon, ça me prenait trop la tête, je me suis dit, tant pis, je le garde, c'est Olympus, et puis c'est comme ça. Et puis tant pis, quoi. Ah, ou c'est là où peut-être que toi-même, tu réfléchis trop à des facteurs extérieurs, alors que c'est juste, il y a d'autres gens qui créent, et parfois, il y a des idées qui se recoupent, quoi, je veux dire. Ouais, mais ça, c'est facile à dire quand c'est toi, Snyder, et qu'il y a un petit gars qui fait la BD à côté, en face de toi. Mais quand c'est toi, le petit gars qui fait de la BD, et que t'as Snyder en face de toi, après, tu sais, même encore des fois, il y a des gens, je sais, des fois, ils me sortent des trucs genre, t'as dû bien aimer ce film-là, tu vois, en me montrant une planche. Bah ouais, en fait, en même temps, la planche, elle a été faite 10 ans avant le film, tu vois. Donc, des fois, c'est peut-être de l'ego déplacé, hein, mais des fois c'est un peu agaçant en fait. Ouais. Est-ce que c'est à cause de Zack Snyder? Ah, tu l'appelles Zack, toi? Hein? Tu l'appelles Zack carrément? Bah ouais, mais pour moi Zack c'est Zack Morris. Non, mais j'allais dire, est-ce que Zachary c'est parce qu'il y a à cause de Zack Snyder ou rien à voir? Oh non, pas du tout. Non. Dick Zachary, c'était juste, je trouvais ça marrant qu'il s'appelle Dick. Ouais, ça par contre pour le. Tu vois, pour la blague et puis pour le côté un petit peu bonhomme, tu vois, c'est le bonhomme, donc il peut s'appeler que Dick, tu vois. et puis puis c'est tout en fait, ça allait pas plus loin. Puis Zachary parce que je cherchais un nom et puis je sais pas, ça m'est venu, je trouvais que ça sonnait bien, Dick Zachary, c'est le genre de nom que j'aime bien, prénom et nom qui fonctionnent bien. Non, c'était juste pour ça, je me posais juste la question vu que je savais que t'avais eu cette trouille un petit peu par rapport au film de Snyder. Non, c'était pas par rapport à ça, non. C'était juste une façon de te l'exorciser en disant, de toute façon. Ouais, non, même pas. Dans ma BD, ce sera un gros beauf et puis voilà, comme ça. Non, même pas. Mais c'est vrai que, le MMA, moi, c'est un truc que j'aime bien, en plus de base. Et Vegas, c'est quand même, avant, c'était très boxe, maintenant, c'est quand même passé bien MMA. Mais tu m'avais dit que le fait de voir ces combattants de MMA, c'était pas forcément acté parce que, moi, à ma lecture, vu que l'affiche du combat, de ce combat qui apparemment est très important dans cette réalité, on la voit plusieurs fois, on la voyait déjà dans le tome 1, elle devient de plus en plus présente dans le décor. Pour moi, c'était une évidence qu'on allait finir par retrouver ces personnages. En tout cas, Dick Zachary, oui, c'était sûr. Maceo, pour moi, forcément, on allait le croiser, mais c'est vrai qu'au début, dans ma première écriture, on va dire, ça allait pas forcément jusqu'au combat entre les deux.
dans ma première écriture, j'étais plus sur pour tout dire, dans ma première écriture, Maceo et sa team partaient en voiture et essayaient de forcer le barrage de tank et se faisaient exploser. D'accord. Ouais. C'était ça le truc. Et c'est pendant l'écriture, encore une fois, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal quand même que Maceo revienne en mode un peu zomblard, tu vois, un peu infecté, et que l'autre, Dick Zachary, alors que normalement, selon toute vraisemblance et toute logique, se dirait bon, je vais quand même pas aller me battre contre le gars et tout. Son orgueil fait que non, il y va quand même, tu vois. C'est son destin. Son orgueil passe par la suite du combat, alors que ça n'a absolument aucun sens, tu vois. Et là, c'est pour moi quelque part, c'est ce qui peut mener un homme à sa perte, tu vois. Des fois, quand tu vois des gens qui se font prendre des coups de couteau pour un regard de travers dans le métro, moi, des fois, je réfléchis, je me dis, j'ai 2 gamins et tout. Bon, et le mec, il fait son marlou, je vais pas risquer la mort aujourd'hui pour une histoire d'orgueil déplacé, tu vois. Je ferme ma gueule, je ravale ma salive. Je sais très bien que si tu démarres le bonhomme, tous ses potes à côté, ils vont pas juste regarder la scène, ils vont s'y mettre. J'ai aucune chance de m'en sortir. Donc, des fois, tu te dis, bon, bah, ton orgueil, malheureusement, tu le prends, tu l'avales, et puis c'est tout. Mais ouais, après, un mec ça casse les couilles parce que c'est validé du coup des comportements ultra toxiques de la part de ces personnes. Qu'est-ce que tu veux faire? Un mec comme Dick Zachary, lui ferme pas sa gueule. Il y va. Quelles que soient les conséquences, il va y aller. Mais voilà, moi c'était ça aussi qui m'amusait. Et là, pour le coup, la ref, j'ai envie de dire, c'est presque la ref même si j'ai pas pu aller aussi loin que lui, mais de Peter Jackson, tu vois, dans Brain Dead, quand t'as le prêtre qui se bat contre les zombies, tu vois, qui fait du kickboxing, tu vois. Je trouve le côté de se battre à main nue contre un infecté ou un zombie, je trouve que c'est tellement débile que je pouvais pas passer à côté. Ouais. Et justement, ce Zachary, ça te permet aussi de reprendre ce qu'on évoquait déjà un petit peu avant, c'est sur les comportements toxiques, en fait. Là, il y a clairement, d'ailleurs, en plus, tu mets sur la 4e de couve, dans tes, parental advisory, sur les contenus, qu'il y a du jeu d'argent, il y a de la grossièreté, il y a de la violence, et il y a aussi de la masculinité toxique, chose que tu personnifies en partie, parce qu'il y a pas que lui non plus, mais que tu personnifies avec le personnage de Zachary. Ouais. Et encore une fois, c'est un personnage que j'aime bien, en plus. Tu vois, donc c'est-à-dire ok, Run Gros Mascu, super. Non, mais c'est pas. Allez, je dis ce passage, je le mets sur le réseau et je t'envoie. Moi, de toute façon, en règle générale, c'est ce que je t'ai déjà expliqué. J'écris pas des personnages pour les détester ou pour dire regardez comme il est détestable ou quoi. Je retrouve toujours des qualités et des défauts. Et tu vois, Dick Zachary, non, c'est clairement pas un bon modèle, mais c'est un personnage que j'aimais bien dessiner et que j'aime bien mettre en scène parce que c'est un personnage qui est over the top, tu vois. Tu vois, il écoute rien, il écoute que sa logique de merde, il fonce à travers tout. Et puis en fin de compte, pour terminer comme ça, donc tu vois, de la même façon que Willy aussi, j'aime bien, tu vois. Et pourtant, c'est un personnage hautement détestable, tu vois. Alors c'est pas la même toxicité que Dick Zachary, mais finalement, elles se valent les deux. Ouais, clairement, des gros cons. Mais... Et puis en plus, le fait d'en faire presque un prix au dos de la cover, c'est une manière de dire aussi. Oui, je sais. Mes personnages sont toxiques. Regardez, j'ai même écrit sur la couve en guise d'avertissement, tu vois. Parce que des fois, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on peut te reprocher de mettre en scène des personnages toxiques. Moi, des fois, j'ai envie de dire, oui, mais les mettre en scène, mais sur ce qu'on te reprochera en filigrane, c'est de valoriser en fait leur attitude. Ah, mais tu peux. Moi, je trouve que c'est pas un crime. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais moi, je kiffe regarder un Predator ou tu vois un film comme ça. Tu vois, et pourtant, ou Commando, tu vois. Commando, le mec est hautement toxique dans l'idée. Mais j'adore Commando. Moi, j'aurais voulu que ce soit mon daron quand j'étais petit. Tu vois, sur tous les scènes où il transporte les troncs d'arbres et ensuite qui donne, tu vois, à manger aux biches. Moi, c'est aussi un kiff, tu vois. Et j'ai pas envie juste de dire, regardez ce personnage toxique, lancez-lui tous des pierres. Non, j'ai envie aussi qu'il ait sa petite période de gloire, même si je vais pousser l'absurdité de son comportement jusqu'au bout, mais c'est un personnage, tu veux, que je déteste pas personnellement, en fait, tu vois. Toujours sur ces personnages et ces thématiques de toxicité, t'as aussi, ce qui est bien, du coup, des personnages féminins, parce qu'on en a déjà parlé, c'est vrai que ça manque un peu en général dans Mutafukaz, et là on revient plus en détail quand même sur Mackenzie. Ouais.
qui qui a quand même droit à une scène absolument coriace, on va dire. Justement, on repart aussi sur les scènes qui dérangent, où elle est littéralement en train d'agresser sexuellement un de ces hommes quoi. Là aussi, c'est peut-être l'une des scènes qui peut-être fera jaser qui peut heurter les sensibilités, parce que tu montres quelqu'un qui a un comportement atroce, quoi. Ouais, mais c'est l'histoire de Moutafkaz, hein, ça. Tu vois, ça aurait été Bruce Maccabée, par exemple. Mais il y a quelque chose de différent entre Bruce enfin, tu me dis si je me trompe aussi, hein, mais sur le fait que ce soit des gens qui butent qui butent et qui torturent, là c'est une agression sexuelle, c'est encore une autre partie c'est une autre dimension peut-être sur le rapport au comme tu disais, avec ce qui s'est arrivé près de chez vous. Il y en a qui s'arrêtent au meurtre, il y en a d'autres qui s'arrêtent au viol, parce que c'est encore une autre forme d'acte. Disons que dans sa logique à elle, Diane McKenzie, asseoir son pouvoir, c'est aussi humilier de cette façon-là ces hommes, en fait. Tu vois, bien souvent dans des films, pour montrer que le méchant est méchant, à un moment donné, il bute ses propres hommes de main. Tu vois. Bon, c'est vu, revu, corrigé. Là, je sais que Moutafkaz, c'est en tout cas l'arc 1, tout le monde me dit il y a quand même pas beaucoup de représentation féminine, etc. Bon là en voilà une, tu vois. Moi, si c'est pour faire une fille, j'ai envie de dire, pour moi, si je veux dépeindre un personnage féminin badass, faut qu'il soit badass, vraiment. Faut pas juste que ce soit un personnage qui se bagarre et puis qui gagne contre des gars. Faut pousser un peu plus loin, sinon ça n'a pas grand intérêt, quoi. Et Diane McKenzie, moi je te l'avais dit pendant longtemps, en tout cas pendant l'écriture du tome 1, pour moi au début j'avais pensé comme un gars, hein, tu vois. C'est à un moment donné je me suis dit, tiens, si j'en faisais une femme en fait plutôt, tu vois, ça serait le moment là de mettre un personnage féminin important. Mais c'est pas parce que j'en fais une femme que d'un coup je vais la rendre moins toxique. Il faut que le personnage, c'est l'antagoniste principal dans le Gino, il faut qu'il soit toxique. Mais en même temps, il faut qu'il ait ses raisons. C'est-à-dire que finalement, quand tu te mets à sa place, bon, je parle pas de l'agression qu'elle commet sur ces hommes-là. Là, on sent que c'est de la perversion particulière d'humiliation, tu vois. Ouais, c'est qu'elle l'aime humilier. Elle aime humilier, et c'est comme ça pour elle qu'elle assoit son pouvoir, encore une fois. Mais si tu suis sa logique, est-ce qu'elle n'a pas raison de vouloir dire il faut pas qu'il y ait un seul macho sur la surface du territoire national, sinon ça va recommencer comme en 14. Finalement, elle a quand même un peu raison, même si elle est extrême dans sa façon d'être. Donc moi c'est ce qui m'intéresse aussi en règle générale dans les personnages, c'est que ils ont pas foncièrement raison, ils ont pas foncièrement tort. Tu vois, j'aime bien qu'au fur et à mesure de la lecture, tu saches plus trop où te situer, en fait. C'est un peu comme dans la vraie vie, hein, de toute façon. Oui, on n'est pas tous gentils ou tout méchants. Ça, on l'avait dit en plus sur le fait que tu étais contre le fait de dire il y a des gentils, des méchants. Ouais, ça, pour moi, il y a que des méchants, en fait. Pour moi, il y a que de l'intérêt. Ouais. Tu vois, avec des et nuances, des motivations. Et des nuances, effectivement, dans la manière d'y accéder, quoi. Le méga design en armure couverte de partout avec c'est très 90s un peu, quand même. C'est fait exprès. Ouais, c'est très G.I. Joe, en fait. Ouais. C'est surtout. Alors, pour ceux qui savent pas, toi, t'as une montagne de figurines G.I. Joe chez toi. Ouais, j'adore. J'adore ce côté kitsch aussi tu sais, c'est vraiment là pour le coup. En plus, pour le coup, j'ai sexualisé Diane McKenzie. C'est quelque chose que je m'étais entre guillemets interdit basiquement pour me dire ouais bon, en 2023 on n'est plus à l'heure de la sexualisation et tout. Et après je me suis dit ouais mais merde, pourquoi en fait, pourquoi pas, tu vois, si elle n'est pas réduite à sa sexualisation, pourquoi pas lui faire tu vois, faire à un moment donné un personnage aussi cool, tu vois. Et d'ailleurs les hommes ils sont au même tarif aussi, tu vois, ces hommes ils ont aussi tu vois la combinaison moulante, tu vois. Mais après oui, il y a ce côté fétichiste un petit peu, tu vois, arme à feu, tu vois, machette, équipement, tu vois, très Metal Gear Solid, très G.I. Joe dans l'esprit, très actionneur des années 80-90. Ouais, l'ancienne Scorpion sur l'épaule. C'est ça, c'est pas Cobra, c'est Scorpion, tu vois. Donc et puis en plus des éléments qui rappellent le Scorpion, c'est-à-dire son espèce de coiffure, qui termine en pointe, un peu comme la queue d'un scorpion. Bon, c'est kitsch au possible, mais moi, le kitsch, ça fait aussi partie finalement des fondamentaux de Moutafkaz. Hein. Oui, qui est pas une œuvre forcément subtile non plus. Non, en tout cas, là,
Non. T'enchaînes 40 pages de découpage, enfin, parce que pareil, t'y vas avec Lino au sabre, c'est des hectolitres de sang. Ouais. Après, ça veut pas dire que le découpage est pas subtil. Ça veut dire que. Ah non, je sais pas ce que je dis. Ouais. Je dis juste qu'en termes d'action, tu tires dans le tas, littéralement. Ouais. Mais encore une fois, parce qu'il faut que ça ait du sens aussi par rapport parce que là, on arrive à l'extrême. Enfin, je veux dire. C'est le chaos le plus extrême. C'est ça. Et en plus, c'est d'une certaine manière ce comment. Jusqu'à présent, le chaos était virtuel. En tout cas, avec le tome 1, et là, d'un coup, il devient absolument concret. Et c'est un peu l'allégorie, finalement. Tout ce bordel, c'est un peu l'allégorie pour moi des réseaux sociaux, quoi. Tu vois. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait une scène où il y a des clowns, tu vois, où les clowns agressaient les gens, tu vois. Bon, bah, les clowns, pour moi, c'est tu vois souvent des commentaires de gens qui se traitent de clowns sur Twitter, ils mettent juste les emojis, ouais. L'emoji clown. Bon, bah, ils sont là tu vois, dans Mutafukas 2. Pour moi, c'est ça aussi que je voulais dire, tu vois. J'avais même envie de faire la tête de Pépé the Frog. À un moment donné, je voulais faire presque un groupe de Pépé the Frog, tu vois, qui agresse un pauvre gars, tu vois. Bon, je me suis dit, ouais, mais en même temps, ça va encore être compris de Traviole, donc je me suis dit, ils vont croire que tu fais l'apologie de Pépé the Frog. Ah, c'est ça, alors qu'au contraire, j'aurais voulu montrer la toxicité de Pépé the Frog. Et puis après, je me suis dit, là, je te dis vraiment la vérité, hein, c'est que je me suis dit, ouais, mais Pépé the Frog, à la base, c'est un personnage d'un vrai comics et le mec ne voulait pas, tu vois, l'alt-right s'est approprié Pépé the Frog. À la base, Pépé the Frog, c'était pas ça. Donc, si j'utilise Pépé the Frog, c'est un peu comme si je disais à l'auteur, bah, tu vois, je nique ton perso enfin, c'est double peine pour le gars, je trouvais. Donc, je me suis dit, je veux pas faire ça. Je préférais mettre les clowns plutôt. Ce qui est, d'accord, je comprends là. Et en plus, les clowns, bah, il y a quand même un casino avec des clowns à Vegas, hein, je crois. C'est le Circus Cirque. Je me demande s'il a pas été détruit il y a pas longtemps d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a pas un chien qui allait, c'était vraiment pourrave, ce casino. Qui a envie d'aller dans un casino cirque avec des clowns, ça oui, puisque je veux dire, les clowns, tout le monde les déteste, même en dehors des infections, quoi. Les clowns, ça fait peur, c'est quand même une des peurs les plus répandues. La seule œuvre où j'aime bien les clowns, c'est Killer Clowns from Outer Space. Tout le reste, je déteste dès qu'il y a des clowns ou dès qu'il y a un cirque, j'ai horreur de ça. Quand tu fais ma fille fait du cirque, hein, je le dis quand même au cas où les gens m'attaqueraient en disant ouais, tu peux pas dire ça, le cirque c'est quand même cool. Je sais que le cirque c'est cool, ma fille en fait. Mais personnellement, l'esthétique liée au cirque, je déteste. Ah ouais. Ok. Ah ouais, j'ai horreur de ça. Je voulais poser une question aussi, toujours sur ces scènes d'action. Quand tu fais, c'est pas du training montage, mais quand tu fais le montage de séquences d'action, comme quand on voit justement Mackenzie qui est en train de défourailler des types, ça aussi, c'est quelque chose qui est très structuré dans ta tête quand tu les fais. C'est quelque chose auquel tu penses vraiment ou ouais, non, bah, je sais qu'à un moment donné, ça a l'air complexe en fait quand tu vois ce genre de planche. Ça a l'air, en fait, c'est pas plus complexe que faire des cases en vérité. Il faut juste, t'as ta scène, tu vois. Et moi, par exemple, cette scène-là, je l'ai découpée en cases au début. Et puis ensuite, ensuite, bah, c'est tout. Tu t'exploses les cases et puis tu dis, bah, tiens, cette case-là, du coup, je vais la mettre. Enfin, ce qui se passe dans cette case-là, je vais le mettre derrière ce qui se passe dans cette case-là, etc. Et en fait, c'est juste, tu déstructures ta case. Non, en vérité, c'est pas très complexe. Et quand je fais ça, je sais pas forcément où je vais. C'est au fur et à mesure là pour le coup, c'est-à-dire que j'ai mes croquis et puis je les agrandis puis je vois si ça circule, si ton regard il est pas perturbé à un moment donné, il sait plus vous regarder, c'est que c'est raté et puis c'est tout quoi. Mais l'idée de déstructurer à ce moment-là, d'enlever les cases, c'est juste pour rajouter du chaos, c'est-à-dire que tu sais, c'est pour montrer que tout va très vite et que c'est un peu bordélique, l'action est un peu bordélique à ce moment-là quoi. Et tu te mets aussi aucune limite dans la représentation de la violence pour des scènes, par exemple, des cases qui sont vraiment extrêmement gore. T'as plusieurs passages comme ça ou pas, du coup, pas avec les armes à feu, mais avec des sabres. Bah, en fait, ouais, il y a beaucoup de têtes tranchées. Ouais, des visages tranchés. Tu te dis pas, alors, pourtant, et c'est pas genre, je te dirais pas, est-ce que tu vas trop loin? Parce que moi, je pars du principe que Mutafuka, c'est quand même super, c'est généralement très, très généreux là-dessus, depuis les débuts, et que t'as toujours ton logo disapproved, qui, quelque part, annonce la couleur. C'est une bande dessinée pour public averti. C'est pas pour les jeunes de toute façon. Mais c'était pour voir si tu t'interrogeais sur, Oh non, pas du tout. La représentation de la violence, non. Soit tu t'en branles. Après, je vais pas aller dans la complaisance, mais là, par exemple, le coup de machette en plein visage, qui coupe pas la tête, mais qui déchire une partie du masque du visage,
Je trouve que ça fait mal visuellement. Je disais, ah tiens, je pense pas avoir vu beaucoup de coups de machette. Moi, tu sais, je suis de l'école quand je vais faire un personnage qui se fait tirer dans la tête, je vais pas mettre la balle en plein milieu du front, quoi. J'ai envie de la mettre un petit peu ailleurs, dans la mâchoire, sous la pommette. Tu vois, donc pour que ça fasse du sale. Ouais, c'est ça, pour que ça soit un peu sale. Et malgré tout, je trouve que j'arrive pas à être très sale. C'est-à-dire que mon dessin un peu coloré et tout fait que ça reste finalement pas si sale que ça. Tu vois, c'est pas si Liberator il faisait la même scène, ça serait juste gerbant, quoi. Là, je trouve que ça reste encore cartoon, tu vois. Donc, oui, t'as un trait pas qui est pas photoréaliste qui fait que ça, peut-être que ça adoucit la portée. C'est ça. Après, ça en film, ça serait juste waouh. Mais par contre, si j'étais réalisateur de film live, c'est le genre de scène que je ferais, ouais. Des trucs très furtifs comme ça, sales, ouais. Ouais, j'avoue qu'il y a un côté un petit peu jouissif aussi. Et puis, je pense que pour si tu le fais en dur, pas en numérique, je pense qu'il y a les gens qui font les effets spéciaux qui s'amusent un petit peu, quoi, à faire des prothèses et des trucs comme ça. Et puis, c'est des choses que t'as pas l'habitude de voir, surtout. Plus maintenant, ou un peu moins maintenant, mais ça dépend après de ça. Là, je parle du coup de machette. Ouais, ça, par contre, comme ça, ouais. Qui vient, tu vois. Écoute, il y a des vieux films d'horreur allemands indépendants ultra vénères avec des gens qui se font littéralement planter un crochet dans le coccyx et il se fait arracher la colonne vertébrale, en fait, directement. Où il y avait de l'inventivité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit peut-être un petit peu moins. Après, c'était vraiment des films d'horreur ultra indé faits avec $100 000 de budget, mais en tout cas, il se faisait plaisir. L'autre personnage féminin que je voulais aborder quand même après Mackenzie, c'est Gabi. Gabi, ouais. Quand même, qui est presque le pauvre petit ange parachuté dans cet enfer chaotique et qui justement fait le commentaire aussi de certaines remarques absurdes ou de certains, enfin justement par rapport au comportement notamment de Zachary, de dire mais c'est pas logique en fait votre façon de penser. Ou là peut-être que c'est là où tu t'exprimes peut-être le plus, ou je sais pas en fait, à pointer du doigt ce qui va pas en fait dans les comportements de gros bourrins ou de toxicité. À deux exemples, par exemple, le fait que pourquoi vous voulez absolument vous muscler de ouf si en fait vous prenez des armes comme n'importe qui. Ouais. Et l'autre, c'est le fameux coup du hammer qui démarre pas, mais parce qu'en fait, oui, elle essaie. Et j'aime bien le découpage où elle dit vraiment, mais en fait, ça va pas. Et en fait, non, mais personne en fait, ça marche. En fait. Ça, et personne l'écoute. Et tout le monde la coupe pour dire de la merde. C'est ça où tu dis, mais en fait, ouais, c'est ça. Alors qu'il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'elle apporte pour toi, Gabi aussi et parce que pour le coup, c'est pas c'est pas non plus un love interest pour personne. Ce qui était Luna dans l'arc 1. Gabi, elle m'apporte un peu de réflexion en fait sur le monde qui l'entoure et puis peut-être un petit peu de contrepoids à toute cette violence en fait. C'est-à-dire qu'elle va pointer du doigt parfois effectivement comme tu dis des comportements. De toute façon, elle-même elle dit stop, on arrête les comportements toxiques et en même temps on arrête de tuer les infectés parce que ça se trouve en fait c'est effectivement juste des infectés. Oui, tu vois. Oui. Après, elle est peut-être un peu naïve dans sa façon de voir les choses parce qu'elle dit on devrait pas les tuer, mais à un moment donné, c'est vrai que quand t'es à ce point-là débordé par les événements, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la situation, la proposition? Par contre, là où elle a raison, ou elle a peut-être pas raison, même moi je sais pas, c'est quand Dick Zachary tire le premier coup dans le casino dans la vieille, et s'il avait pas fait ça, est-ce qu'il y aurait eu tout le bordel derrière? Tu vois? Et ça, en fait, elle pointe du doigt ce comportement. Moi, perso, je sais pas si elle a raison ou si elle a tort, mais il faut que quelqu'un pointe ce comportement. Est-ce que finalement, c'est pas lui qui a tout déclenché, en tout cas, cette partie-là? Cette scène-là, ouais. Ou d'autres, hein. Je sais qu'à un moment donné, quand l'armée, tu vois, tire sur le camping-car, hein, à un moment donné, elle dit, c'est parce qu'on a des armes. On n'aurait pas eu des armes, ça se serait passé différemment. Il semble quand même avoir des directives là dans ce contexte de tirer à vue. Ouais, mais peut-être que s'ils étaient sortis en levant les bras en l'air, peut-être ça se serait pas passé comme ça. On sait. En fait, moi-même quand je monte des points de vue opposés. C'est-à-dire que moi-même je tranche pas en fait. Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? C'est ce que tu disais. Tu voulais pas en fait donner de leçons. Ce que tu disais au début du chapitre 1, enfin du Mutafocast de volume 2. C'est-à-dire qu'elle a sa logique que je partage. Les autres ont leur logique que je partage, les méchants ont leur logique que je partage, l'armée a sa logique que je partage. C'est-à-dire que et ensuite je mélange tout et chacun y va de son logiciel et de sa propre logique et ça donne lieu à des confrontations, des scènes parfois un peu absurdes, des scènes parfois un peu marrantes. Est-ce que c'est pas une facilité pour toi de pas trancher ou de te entre guillemets cacher en disant non mais moi je montre juste différentes façons de penser et j'ai pas d'opinion? Bah non, parce qu'à ce moment-là, il y a pas d'enjeu particulier.
Tu vois, d'une certaine manière, moi, il y a des choses sur lesquelles je tranche quand même. C'est-à-dire que tout ce qui est des informations sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Alors pour l'instant, peut-être que c'est pas évident, que c'est quelque chose que je dénonce. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je montre. Et voilà. Maintenant, dans une situation d'invasion de zombies, c'est quoi la bonne situation? C'est quoi la bonne solution? Moi, j'aurais tendance à être un petit peu comme Gabi, à dire trouvons un endroit sûr et attendons que ça se passe. Tu vois? Dick Zachary, il est de l'école de dire on va, et encore une fois, c'est l'école logique. On se barre de la ville, tu vois. Bon, voilà. Moi, je serais peut-être moins aventurier. Je me dirais peut-être plus facilement, ok, il y a quand même beaucoup de dangers. On va peut-être se planquer, attendre que ça se passe. Maintenant, c'est pas parce que je partage des opinions ou des fois je suis d'accord avec certains persos qu'il faut absolument que je dise, c'est post-Krypton. Et moi, je suis d'accord avec lui, par contre, tu vois. Bah non. Sinon, ça casse l'immersion. Et puis, j'aime bien aussi que chaque lecteur se retrouve peut-être un peu dans les persos. Puis des fois, il se dit, ouais, en fait, là, c'est peut-être, pas là, ouais. tu vois, là, c'est peut-être lui qui a plus raison, tu vois. Sinon, je trouve pas ça intéressant. Sinon, des fois, c'est ce que je dis, autant donner ton avis sur Twitter, hein, ça ira plus vite. Tu t'emmerdes pas à faire une fiction et une BD. Il y a aussi ce passage que j'aime bien avec Lino qui pète un câble, enfin qui s'immobilise parce qu'il comprend en fait. Grosse crise d'angoisse. Voilà, qui fait sa grosse crise d'angoisse parce qu'il comprend en fait. Et c'est peut-être là en fait où tu donnes le plus d'indices sur la nature en fait de cette infection, parce que les autres les appellent les tarés, les infectés, tu tranches pas non plus. Tu vois quand même techniquement que visuellement ils ressemblent à des machos. Les yeux, ils ont les yeux de Lino quand il est vénère. Ouais, mais là c'est le moment peut-être où tu donnes l'indice le plus évident. Ouais, alors j'ai pas forcément conscience de ça. Même à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça arrive pas trop tard? Est-ce que les gens ont pas déjà grillé ce truc-là à l'avance? Ouais, j'en sais rien, je l'ai fait comme ça. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être marrant, effectivement, que Lino, putain, on voit qu'il est vénère dessus. En fait, tu sais, ça rejoint un petit peu tu vois, la phrase de Stupéflip, ce que tu détestes chez les autres, c'est ta propre part d'ombre. Il y a un petit côté ça quand même, tu sais, j'ai l'impression, effectivement, même en règle générale, hein, ce qu'on peut pas blairer chez autrui, c'est peut-être ce que nous, on essaye de réfréner en nous, quoi, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu vois, Angelino, il y a une espèce de haine farouche sur ces infectés, donc qui connaît absolument pas la nature. C'est extrêmement instinctif. Et finalement, on se rend compte que, ouais, en fait, ce qu'il déteste chez eux, c'est que il a une part. Tu vois, il leur ressemble, en fait. Et ça, quand il le comprend lui-même, ça crée un choc chez lui parce qu'il se dit, en fait, je suis eux et ils sont moi, tu vois. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que lui, il a pas muté particulièrement avec le virus macho, c'est que, tout simplement, il est déjà. Il y est déjà. Et lui, sauf que lui, il y est depuis longtemps et qu'il arrive à maîtriser son délire. Mais les infectés, c'est ni plus ni moins Angelino quand il est vénère, hein, tu vois, dans l'arc 1. C'est tout, hein, c'est ni plus ni moins. Sauf qu'il coupe pas le doigt de Vince, et juste, il dézingue tout ce qui ne leur ressemble pas. Ouais. T'as un passage qui change un petit peu de style, où ça fait plus BD vintage, enfin plus comics d'aventure et tout. Donc ça, c'est vrai qu'on a parlé de la fable dans un autre épisode, mais ça aussi c'était pour pouvoir rejouer. Alors parce que tu disais que non seulement t'avais des feuillets qui changeaient de style de papier, mais là aussi où par exemple, où on se rappelle quand tu passais en noir et blanc sur le tome 1 de mémoire ou dans le tome 2, c'est que là aussi tu changes en termes de mise en couleur, ça a l'air d'être différent. Il y a un style un peu plus vintage. Ouais. Donc ce passage-là, en fait, à la base, j'ai hésité à le mettre. Je me suis dit, on en avait parlé lors du premier podcast. Je me suis dit, est-il nécessaire à l'histoire? Pas forcément, mais j'avais envie de changer un petit peu, pas forcément rester tout le temps à Olympus, tout le temps les trucs un peu gréco-romains, machin et tout. Je me suis dit, les pirates, c'est quand même sympa. En même temps, on s'en passerait volontiers. Donc, à un moment donné, j'ai failli le zapper et je me suis dit, je finis la BD et si j'ai le temps, je le ferai. Puis après, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais le faire si je fais comme ça. Donc, je le fais, comme ça, au moins, c'est fait. Et puis ensuite, il faudra que je me débrouille pour boucler quand même, malgré tout. Mais en le faisant, je me suis dit, j'aimerais bien changer de style, etc. J'aimerais bien un peu surprendre le lecteur aussi.
Et Pirates, j'ai pensé aux vieux comics des pirates des années 60 et je me suis dit, bah tiens, ça sera l'occasion de montrer une autre facette de Vegas et une autre facette de tout simplement de Mutafukaz. On n'a encore jamais vu vraiment Mutafukaz vintage années 60. Donc j'ai fait ce choix. Donc j'ai pris un truc j'ai acheté un logiciel une espèce de plugin qui fait des trames à l'ancienne. C'est là pour le coup, j'avais fait les aplats avec donc là comme j'avais vraiment zéro temps, j'ai fait les dessins. Il y a une collègue d'atelier de Florent qui est coloriste et je lui ai placé des couleurs basiques. Je lui ai demandé si elle pouvait faire les aplats. Donc en fait, à chaque aplat correspondait un calque. Donc chaque couleur, une couleur, un calque. Et ensuite, une fois que ça a été posé, j'ai demandé à Yuck d'utiliser le plugin pour pouvoir remplacer les calques par les trames à l'ancienne, tu vois. Donc c'est pour ça que ça donne ce rendu un peu supra vieillot. Et puis du coup, pour des didascalies, tu sais, un peu ronflantes, comme il y avait dans les aventures, tu vois, dans les histoires d'aventures de pirates, histoire de changer un petit peu aussi, histoire d'avoir encore une autre vision de Vegas, parce que Vegas c'est ça aussi, hein, c'est, tu vois, le Treasure Island, tu vois, avec des gros bateaux de pirates, des volcans avec des flammes et des trucs comme ça. Donc bon, je me suis pas étendu dessus, c'est juste 4 pages et je trouvais que c'était intéressant juste encore une fois pour confronter Vince avec l'eau, quoi, tu vois. Ouais. Si t'as peur de l'eau, si l'eau c'est ton trauma, quel enfer d'être sur une barque avec des zombies qui déboulent et Willy dans ta barque, quoi. C'est quoi le pire en fait? Qu'est-ce que c'est le pire? C'est ta phobie, c'est les zombies ou c'est un mec insupportable? C'est tout, parce que de toute façon t'as toutes les chances de finir à l'eau en fait. Donc autre point encore. Ouais. Pourquoi tuer Gabi, la pauvre? Bah pour moi c'était nécessaire, encore une fois. C'est-à-dire que une personne un peu sensée, un peu plus. Tu poses pas la question pourquoi tu es Dick Zachary. Parce que c'est un gros con. Ouais, quelque part le gros con. Bah après dans mon logiciel de pensée, je dirais que le gros con mérite péché d'orgueil. Et oui, non, mais ça c'est sûr. Mais Gabi, elle a pas fauté. Mais par contre, qu'est-ce qui, bah justement, c'est-à-dire que même un personnage sensé et intelligent n'est pas épargné dans Mutafukaz. C'est-à-dire que comment elle s'appelle, Diane Mackenzie ne supporte pas d'avoir entre guillemets laissé sa chance à cette gamine et que l'autre la somme par derrière après, somme par derrière. Et c'est un truc que son ego fait qu'à un moment donné, quand elle est dans l'hélicoptère et qu'elle voit le groupe, là elle pourrait finir sa mission. Tu vois, en plus Vegas est en train de tomber, elle pourrait juste tirer sur Lino, terminer, mission accomplie. Elle fait quoi? Son orgueil la pousse à tirer sur Gabi, tu vois. Donc en fait Dick Zachary et Diane Mackenzie c'est des miroirs inversés en fait. L'un et l'autre finalement sont un peu les mêmes genres de personnages en fait. Donc ça c'est je trouvais ça intéressant et encore une fois c'était une manière de montrer que dans Mutafukaz tout est possible en fait. Oui, mais pas si vite après l'avoir introduit. On a à peine le temps de s'y attacher que justement, paf, tu l'as dégagé. Ouais, mais Burrito, pourquoi il est mort? Tu vois, mais ça, je te le pardonnerai jamais non plus, hein, on est d'accord. Non, mais moi, c'est toujours pareil. C'est que j'aime bien, encore une fois, bousculer peut-être un peu les gens et puis s'attacher à Gabi. Moi, j'étais extrêmement attaché à Gabi. Bah, voilà, ça suffit pas, en fait. Quand en face de toi, t'as des gens prêts à tout, bah, le fait que tu sois intelligent, mignonne, sensé, ça te préserve pas d'une mort atroce en fait. Donc donc voilà. Puis en plus, je me dis putain la pauvre, heureusement, mais si elle avait utilisé la grenade comme lui avait dit Dick Zachary, ça aurait été juste peanuts parce que en plus on apprend que c'était une grenade d'entraînement, donc ça avait quasi zéro effet, quoi, tu vois. Bon là il se trouve que pour le coup par le plus grand des hasards ça a un effet quand même. Ça a quand même un effet, mais c'est pas l'effet escompté, quoi. Mais ouais, mais même moi en dessinant la case, ça me faisait un peu chier, quoi. Mais je me suis dit voilà, c'est le récit me pousse à ça. Il fallait qu'à la fin on retrouve les 3 personnages en fait. D'accord, il fallait les remettre tous les 3 ensemble. Et justement sur cette fin, cliffhanger, gros cliffhanger quand même. Ouais. Ça, pour toi, tu disais que c'était pas un but final en soi. Le cliffhanger, non, c'est pas une finalité, mais là.
si tu sors tes tomes avec 1 ou 2 ans d'écart entre chaque, ben forcément t'es obligé de. Mais tu l'avais pas fait pour le tome 1 par exemple, tu vois, le tome 1 c'était presque, ça pouvait limite quand même un peu, ils arrivent à Vegas, tu sens qu'il y a quand même des promesses. Voilà, non, c'est pas ça, c'est pas un cliff, tu vois. Non, c'est pas un cliffhanger. Non, ça arrive tranquillement à Vegas. Mais bon, l'idée, c'était quand même que les gens ils se disent, ah tiens, ça va être cool, qu'est-ce qui va se passer à Vegas? Là, l'idée, c'est de se dire, ok, à la limite, le tome, il pourrait presque finir comme ça. Limite, ça, c'est un truc qu'on aurait peut-être dû dire au début du podcast. La série, elle commence vraiment avec le tome 2 et elle pourrait presque se finir en tome 2. Bon, ça serait assez lacunaire, mais là, il y a presque un arc complet qui commence et qui finit, en fait. C'est pour ça que je tenais aussi à commencer le tome 2 à Vegas et le terminer à Vegas. Tu vois, je voulais pas que ça soit à cheval à moitié entre les deux, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et surtout que c'est avec cette conclusion aussi qu'il y a quand même ce qui était présent dans le tome 1 aussi, sur la désinformation, sur le complotisme, et qui revient un petit peu quand il y a les premiers bombardements qui sont faits, où tu remets tes écrans de téléphone, où les gens disent non mais il y a pas de bombardement qui se passe, c'est pas ça. Oui, bon, ça c'est classique on vous ment tout, où là ça revient, et en plus de façon très chouettement mise en image avec un pouls en fait. Ouais. Le fait de dire que en fait ça reprend de plus belle, avec ce personnage central aussi dont on devine qu'il est le super bad guy derrière tout ça. Mais voilà, avec le fait de dire qu'en fait t'as jamais abandonné ton objectif de continuer de parler en fait des informations, de réseaux et de tout ça. Ouais. Et ça prendra j'ai envie de dire, ça prendra son sens j'espère en tout cas, dans le tome 3. Mais oui, c'est quelque chose, qui m'intéresse, quoi, qui fait partie de mes motivations, en tout cas dans mon récit fictionnel. Et tu te rends compte aussi quand même que avec ce type de cliffhanger, et avec quand même on vient de faire péter plusieurs ogives nucléaires sur Vegas, tu mets la barre des attentes assez haut, quoi. C'est-à-dire que là tu fais le build-up, le payoff sur le 3e tome, tu sais que tu sens que tu t'es mis une pression quand même. Ouais, je sais pas, parce pas que anodine. qu'est-ce que pourraient imaginer les gens de la suite? Tout là littéralement détruit, tout. Tu sais pas si Mackenzie va réussir à parce que visiblement elle est en train de vouloir tirer sur. Ouais, c'est-à-dire elle lâche pas l'affaire. Ouais, c'est ça. Que même dans le souffle de l'explosion. Dans le souffle de l'explosion, elle perd pas sa motivation en cours de route. Donc littéralement, oui. Mackenzie que j'avais prévu de tuer d'ailleurs au début. Ah bah voilà. Au début de l'écriture. Au lieu de Gabi. Je te dis la vérité, c'est au moment du crash de l'hélicoptère que j'ai décidé qu'elle s'en sortirait. Ok, ouais. Mais normalement, tout le monde devait mourir vraiment comme ça dans cette espèce de fatras infernal. Et je me suis dit, mais Diane Mackenzie, il y a quand même des trucs à faire avec elle, il y a des choses à raconter avec elle. Ça serait quand même con qu'elle meure, tu vois, comme ça, quoi. Donc là, tu dis pourquoi t'as tué Gabi? Ouais, effectivement, j'aurais pu tuer Mackenzie, mais non, j'ai préféré, tu vois. Je trouve que le personnage Diane Mackenzie beaucoup plus dérangeant, et je pense qu'il y a plus de choses à faire avec elle, tu vois, que si j'avais tué ou si j'avais juste greffé Gabi au reste du trio, quoi, tu vois. Je trouve qu'en termes de situation et de potentiel dramatique, faire survivre Mackenzie, ça a peut-être il y a plus d'enjeux par rapport à ça. Mais ouais, c'est un personnage que j'aime bien en fait, finalement, Mackenzie, parce que c'est un peu aussi, c'est presque un Bruce Maccabée aussi, hein, tu vois, ce côté déterminé, et même il y a aussi quelque chose, à un moment donné, je m'étais fait un nœud au cerveau en me disant ouais, mais alors le colonel, pourquoi il dirait de détruire Vegas? Parce que potentiellement sa fille y est. Tu vois, on lui dit que l'hélicoptère et l'équipage est porté disparu. Bon, et il décide quand même tu sais, il pourrait se dire, ma fille, quelque part, j'ai pas la preuve qu'elle est morte ou vivante, il en sait rien, tu vois. Il décide quand même de balancer des ogives, tu vois. Oui. Et en fait, là, c'est pareil, tu vas dire, ah ouais, mais c'est facile, tu tranches pas, mais en même temps, j'aime bien aussi laisser libre interprétation. Alors moi, je sais ce qu'elle veut dire, cette case. Il y a une case où il reste silencieux, et après il dit, il faut bombarder Vegas. Il pense à quoi à ce moment-là, tu vois? Donc j'aime bien aussi laisser l'interprétation libre au lecteur.
de se dire, bah tiens, à un moment donné, il y a quand même une mini réflexion quand il apprend que l'hélicoptère est porté disparu, il réfléchit quand même un petit peu, tu vois. Puis finalement, il prend quand même cette décision. Donc pour moi, ouais, il y a bon, voilà, c'est tout. C'est une manière de laisser le lecteur aussi se forger ses propres hypothèses. Exactement. Et se faire ses propres attentes. Très bien. Bon, en tout cas, on va terminer sur ce cliffhanger aussi. Ouais. Puisqu'on se retrouvera sûrement en 2024 pour parler du tome 3, j'imagine, puisque tu es au travail dessus, quand même. J'ai pas encore commencé. T'as pas encore commencé. Alors peut-être en 2025. On ne sait pas. Ça serait tard quand même. Ce serait tard, ouais. Mais en tout cas, on se retrouvera de toute façon pour aborder la suite, puisque vous le savez, pour celles et ceux qui nous écoutent, que le Mutafukast, ça continue, ça accompagne en temps réel désormais cette saga. Donc Run, en tout cas, Mutafukast. Donc MFK2, tome 2, c'est disponible en librairie. Ouais. À l'heure où ce podcast est mis en ligne, donc chez au label 119 rue de Sèvres pour le prix de 18,90 €. Et on espère que vous avez apprécié l'écoute de ce podcast si vous avez acheté la BD. Sinon, vous venez de tout vous faire spoiler, mais on espère que ça vous empêchera pas d'aller découvrir la série quand même, parce que ça reste très très cool. Et puis, Ron, je te dis à la prochaine pour la suite de cette émission. Ça Salut. marche. Ciao.